Lors de sa fête de départ, le discours d'un PDG milliardaire est interrompu par un petit garçon. Maintenant que vous avez terminé avec votre entreprise, me ferez-vous un peu de temps? L'homme marque une pause, stupéfait, je suis désolé, qui êtes-vous? Juste au moment où tous les invités laissent échapper un souffle de surprise à la réponse du garçon. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La salle de bal, située au dernier étage de la tour de verre de Hallen, bourdonnait de conversations polies, du genre qui remplit l'espace sans jamais vraiment rien dire. Des verres en cristal tintaient, des serveurs se faufilaient entre des chaussures cirées, et un quatuor à cordes jouait quelque chose d'élégant que personne n'écoutait vraiment. Au centre de tout cela se tenait Richard Hallen, un homme façonné avec la même minutie que l'empire qu'il avait bâti, cheveux argentés impeccablement peignés, smoking impeccable et la démarche tranquille et assurée de celui qui a toujours su exactement où il devait être. Il se tenait derrière un pupitre transparent, un verre de champagne à la main et l'attention de la salle dans l'autre. Au-dessus de lui, un immense écran déroulait en boucle des images de son héritage, des couvertures de magazines technologiques révolutionnaires, des poignées de main avec des présidents et des employés souriant venus des quatre coins du monde. Les applaudissements venaient tout juste de s'estomper lorsqu'il s'éclaircit la gorge et tapota doucement le microphone. J'avais 24 ans quand j'ai lancé Halden Tech dans un garage de la taille d'un de nos ascenseurs actuels. Il commença à dessiner quelques sourires amusés. Nous avions un bureau, 2 chaises et une rallonge qui a failli mettre le feu à l'endroit. Et maintenant, 44 ans plus tard, nous avons des tours, des satellites, des drones, je crois, la meilleure machine à cappuccino de l'hémisphère occidental. Un rire suivi, léger, maîtrisé, calculé, comme le sourire de ceux qui savent avoir réussi leur blague exactement comme prévu. Vous connaissez déjà les chiffres, les jalons, les classements Forbes. Je ne vais pas vous ennuyer avec cela ce soir. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de ce que nous avons construit ensemble. L'innovation, la résilience, l'excellence. Il marqua une pause, laissant ses mots en suspens. Il regarda la salle, balayant du regard les rangées de smoking et de robes, mais son regard glissa au-delà d'eux. De là se tenait près de l'avant, les bras croisés, tenant sa tablette comme une arme potentielle, prête à intervenir à tout moment. Elle lui fit un rapide signe de tête, du genre qu'on utilise en salle de conseil depuis des décennies. La salle était remplie de gens, d'anciens partenaires, des investisseurs de haut niveau, des concurrents qui s'étaient fait battre, parfois, même remerciés pour cela, mais aucun d'eux ne savait quoi que ce soit de l'homme en dehors du poste. Il ne mentionna pas Alex, ni même en passant. Il enchaîna avec la suite de son discours, reprenant le rythme de la gratitude et de la poésie corporative, enveloppant le tout d'un joli ruban, juste au moment où il allait lever son verre pour le toast final. Maintenant que vous avez terminé avec votre entreprise, me ferez-vous un peu de temps? Une petite voix claire interrompit, venant de quelque part vers l'avant. Le silence qui suivit ne fut pas immédiat, il s'installa lentement, comme si l'air avait été aspiré de la salle, morceau par morceau. Richard s'arrêta en plein milieu de sa phrase. Le verre à la main ne parvint pas tout à fait à atteindre l'air. Il l'abaisse d'un pouce et regarda, confus. Un garçon, âgé de pas plus de 7 ans, se tenait près du bord de la Seine, vêtu d'un costume bleu marine et de chaussures usées. Ses cheveux étaient légèrement décoiffés, comme si quelqu'un avait essayé de les arranger lui-même et avait abandonné à mi-chemin. Il serrait une photo dans une main, légèrement chiffonnée et aux coins abîmés. Richard cligna des yeux. « Je suis désolé, qui êtes-vous » Le garçon leva les yeux, calme et sûr de lui, « Je suis votre petit-fils. » Un frisson parcourut la foule, tel un verre brisé sur du carrelage. Quelqu'un, vers l'arrière, laissa tomber un téléphone canne, d'autres des caméras dissimulées, et quelques-uns, pas du tout discrètement. Les doigts de Richard se crispèrent légèrement sur le pupitre. Il ne bougea pas, ne dit rien. Le garçon s'avança vers la scène. « Je m'appelle Michael. On m'a dit de venir vous parler après votre discours. » De là se mit déjà en mouvement, se faufilant entre les tables comme une femme en mission. Elle se mit à genoux à côté du garçon, parlant doucement, essayant de l'éloigner. Michael secoua la tête, repoussant sa main, et garda les yeux fixés sur Richard. « Vous ne saviez pas, n'est-ce pas ?»« Non, jamais. » Richard jeta un regard vers de là, mais elle n'avait pas encore de réponse, seulement des questions en devenir. « Quel est le sens de tout cela ?» demanda-t-il, bien qu'il ne fût pas certain à qui il s'adressait. « On m'a dit de vous trouver une fois que votre tâche serait terminée, » dit Michael. « C'est terminé, n'est-ce pas ?» Richard recula du microphone.
Il n'aimait pas être surpris, ni en réunion, ni en interview, et certainement pas devant une centaine de personnes munies de téléphones coûteux et d'une discrétion très limitée. Mais quelque chose dans la voix du garçon, calme et sérieuse sans être précoce, rendait difficile de le rejeter d'emblée. Cela, et la photo qu'il tenait à moitié visible alors qu'il l'orientait vers la lumière. Un homme plus jeune, la vingtaine, se tenant devant un bâtiment en briques, à côté de lui, Richard lui-même, indiscernable même en jean et veste usée. La salle commença à se transformer. Les gens chuchotaient, se penchaient les uns vers les autres, certains tenant encore leur verre, figés dans le toast qui n'était jamais venu. Quelques journalistes, invités pour l'occasion, prenaient déjà des photos. De là se plaça légèrement devant Michael, comme si elle voulait obstruer la vue ou peut-être simplement retarder le dénouement. « Nous allons régler cela », dit-elle d'une voix suffisamment basse pour que seul Richard entende. Michael ne bougea pas. « Je voulais juste savoir si vous auriez du temps, c'est tout. » La sécurité, postée près de l'entrée, hésitait à intervenir, incertaine des ordres à suivre. Richard se détourna du pupitre et traversa la scène, fendant la tension comme un couteau. Il s'arrêta devant le garçon et le regarda de haut. Il ne parla pas, pas encore. Le moment s'étira, devenant assez inconfortable, puis encore plus longtemps. Finalement, Richard recula, fit volte-face et se dirigea vers la sortie latérale. Aucun adieu, aucune explication, juste le bruit sec de pas sur un sol ciré. De là hésita, jetant un regard entre le garçon et la scène désormais vide, puis le suivit. Michael resta seul, tenant la photo comme un insigne. Le gala se dissolut dans la confusion, la musique s'arrêta, les murmures se transformèrent en théories. Et au moment où Michael fut doucement escorté hors de la salle par un membre du personnel, le buzz du scandale avait déjà commencé. Qui était ce garçon? Était-ce réel? Avait-ce été là, derrière le rideau, que Richard Allen, le géant technologique notoirement discret, s'était dissimulé au sein d'une famille, dans l'ascenseur de service? Richard s'appuya contre le mur et expira, non pas comme un homme surpris, mais comme quelqu'un qui venait de réaliser que la porte venait de s'ouvrir, laissant derrière elle 1000 choses qu'il n'était pas prêt à affronter. La fête de départ était terminée. La nuit, après que le gala eut sombré dans le silence, Richard quitta l'ascenseur de service et se rendit directement dans son Penthouse, ne disant rien à personne, ignorant les douzaines de messages qui clignotaient sur son téléphone, et se versa 2 doigts de scotch qu'il ne buvait pas. La voix du garçon avait été trop claire, trop assurée pour être oubliée. Il l'avait entendue dans l'ascenseur, dans le couloir, même en se brossant les dents. « Maintenant que vous avez terminé avec votre entreprise, me ferez-vous un peu de temps ?» Il se dit que c'était une plaisanterie, peut-être un coup monté destiné à devenir viral, une manigance élaborée pour faire tomber la légende alors qu'elle était à son apogée. Mais, au fond de lui, il savait déjà que ce n'était pas le cas. Le garçon était demeuré trop immobile, n'ayant ni tenté d'impressionner ni de jouer la comédie, se contentant de tenir une photo froissée comme si elle avait plus d'importance que tout le tumulte autour de lui. Le lendemain matin se présenta lourd et gris. Richard était assis à l'îlot de cuisine de son Penthouse stérile et impeccable, déplaçant un morceau de toast sur son assiette, tandis que la ville bourdonnait au-delà des fenêtres, infinie et indifférente. Il n'avait pas dormi, n'avait pas voulu dormir, au contraire, il avait attendu de là, sachant qu'elle viendrait avec des réponses ou du moins quelque chose pour ancrer le chaos. Elle arriva juste avant 8 heures, tablette en main, manteau encore humide de la bruine extérieure. Elle ne dit pas grand-chose, se contentant de lui remettre un fin dossier et une tasse du café qu'il aimait. Richard ouvrit le dossier sans parler, feuilletant l'acte de naissance, une photo de classe, une enveloppe scannée portant un nom qu'il ne reconnut pas au début, Isabelle Arrow. Il y avait une brève biographie, une adresse, un historique, des fragments de données. Isabelle était conseillère d'orientation, avait grandi dans le Vermont, déménagé dans le Massachusetts pour ses études, puis s'était installée dans le Maine. Rien d'extraordinaire sur le papier, mais la dernière page contenait une unique photo qui fit s'arrêter Richard net. Elle était ancienne, du genre de cliché spontané qu'on prend sans prévenir. Isabelle, peut-être âgée de 19 ou 20 ans, riant sous un arbre du campus, main dans la main avec le jeune homme grand et familier, Alex. Le souffle de Richard s'échappa lentement, silencieusement. Son fils n'avait jamais paru aussi vivant que sur cette photo, décontracté, sans artifice, souriant comme quelqu'un qui ne portait pas le poids d'un nom de famille synonyme d'attente qu'il n'avait jamais désiré. Richard la regarda longuement, puis ferma le dossier et dit « Où est-elle » De là hésita. Boone Hill, petite ville du Maine, au bout du monde. Il hocha la tête, déjà debout. « Je peux les contacter, organiser quelque chose de formel. »« Non, j'irai moi-même, » répliqua-t-il. De là haussa un sourcil. «
Un appel serait mieux accueilli qu'un milliardaire tombant du ciel. Elle lui lança un regard. Richard, elle ne va pas être surprise. Sans attendre son approbation, dans l'heure, il avait un hélicoptère prêt et s'envolait vers le nord, laissant derrière lui la ligne d'horizon. Vue d'en haut, la ville se transformait en forêt, puis en côte, puis en longue route sinueuse bordée d'arbres et de toits épars. C'était un silence d'une sorte qui mettait Richard mal à l'aise, un silence qui faisait trop réfléchir. Lorsqu'une voiture l'attendait pour le ramener, il s'approcha de la dernière portion du trajet. La maison était modeste, 2 étages, peinture blanche écaillée, un porche affaissé au milieu. Il n'hésita pas, monta le chemin, frappa une fois. La porte s'ouvrit rapidement, comme si elle s'y attendait. Isabelle Arrow se tenait là, en jean et sweat délavé, les cheveux attachés, les yeux vifs mais pas intransigeants. Elle paraissait plus âgée que sur la photo, bien sûr qu'elle l'était, mais il y avait encore quelque chose en elle qui paraissait familier. Peut-être était-ce la manière dont elle se tenait, les bras croisés comme un bouclier, ou comment elle ne semblait pas du tout surprise de le voir. « Ça t'a pris du temps, dit-elle. » Il hocha une fois la tête, incertain de quoi dire d'autre. Elle s'écarta. « Tu veux un café ou quelque chose ?»« Ça ira, répondit-il. » Ils s'assirent à la table de la cuisine. L'espace était exigu, chaleureux, orné de papiers accrochés au frigo, d'un petit camion de pompiers jouait sur le sol et d'une boîte de céréales laissée ouverte. Elle se servit une tasse et se pencha en arrière dans sa chaise. « Alors, tu as découvert ?» dit-elle. Il regarda autour de lui. « Tu as laissé des instructions avec lui au cas où tu te manifesterais un jour. Il était censé dire quelque chose seulement si tu paraissais suffisamment retraité. » Richard laissa échapper un souffle par le nez. « Qu'est-ce qui te fait penser que je vais prendre ma retraite ?» Elle haussa légèrement les épaules. Tout finit par ralentir, un jour ou l'autre. « Tu ne savais pas que ton fils avait un enfant ?» Il secoua la tête. « Je ne savais rien de tout ça. Je n'en avais pas non plus entendu parler depuis des années, » ajouta-t-elle. Il la regarda fixement. Isabelle détourna le regard en sirotant son café. « Ça, c'est entre toi et la version de lui dont tu te souviens. » La remarque piqua plus qu'il ne l'avait imaginé. « Où est-il maintenant ?» Ses doigts tapotaient la tasse. « Il y a eu un accident de voiture il y a 2 ans. Il rentrait du travail, il pleuvait. » Le ventre de Richard se noua. Il se renversa dans sa chaise, fixant le vide. « Je n'ai pas tout de suite parlé à Michael. Il avait 5 ans. Ça l'a un peu brisé, dit-elle. Alors, quand il a commencé à poser des questions sur la famille, sur pourquoi il n'avait pas de grand-père, je lui ai montré une photo en disant que peut-être, un jour, il te rencontrerait. Peut-être que tu lui plairais, conclut-elle. Richard frotta ses mains lentement. « Tu aurais pu appeler. »« J'aurais pu ?»« Tu sais bien, » dit-elle en hochant la tête, « mais c'est toi qui es parti en premier. » La pièce se calma à nouveau. Il regarda les cadres photos sur le buffet, Michael déguisé pour Halloween, Alex le tenant sur une plage, Isabelle avec une queue de cheval échevelée et un gâteau d'anniversaire. « Je ne savais pas, » dit Richard. « Je sais que tu ne savais pas. Si j'avais su... »« Tu ne sais plus rien, » l'interrompit-elle, non pas avec méchanceté, mais avec cette franchise qui faisait mal. « Où est-il » demanda-t-il enfin, d'une voix basse. Elle inclina légèrement la tête. « À toi, » dit-elle. « Non, Alexis. Tu es son grand-père, Richard. Tu ne savais pas que ton fils avait un enfant ?» Il secoua la tête. « Je ne savais rien. » Il ne voulait pas être retrouvé, expliqua-t-elle. Richard rencontra son regard. « Pourquoi ?» Isabelle détourna les yeux, sirotant son café. « C'est entre toi et la version de lui dont tu te souviens. La réponse fait plus mal que je ne l'avais imaginé. Où est-il maintenant ?» Ses doigts tambourinaient sur le côté de la tasse. « Il y a eu un accident de voiture il y a 2 ans. Il rentrait du travail, il pleuvait. » L'estomac de Richard se serra. Il se renversa dans sa chaise, fixant le vide. « Je n'ai pas parlé à Michael immédiatement. Il avait 5 ans. Ça l'a un peu brisé, dit-elle. Alors, quand il a commencé à poser des questions sur la famille, sur le fait qu'il n'avait pas de grand-père, je lui ai montré une photo en disant que peut-être un jour il te rencontrerait, que peut-être tu lui plairais. » Richard frotta lentement ses mains. « Tu aurais pu appeler, j'aurais pu ?»« Tu sais, » dit-elle en hochant la tête, « mais c'est toi qui es parti en premier. » La pièce se calma à nouveau. Il regarda les cadres photos sur le buffet, Michael en costume d'Halloween, Alex le tenant sur une plage, Isabelle avec une queue de cheval désordonnée et un gâteau d'anniversaire. « Je ne savais pas, » dit Richard.
Je sais que tu ne savais pas. Si j'avais su... Elle l'interrompit, non pas avec amertume, mais avec une sincérité douloureuse. Tu sais, maintenant tu le sais. Il resta silencieux longtemps. J'aimerais le revoir, finit-il par dire. Elle hésita, puis hocha la tête. Tu peux, mais c'est un gamin, pas un projet. Pas de promesses, pas d'interview, pas de visite trimestrielle parée de dorures si tu veux. Ce sera réel et ce sera désordonné. Il a 7 ans, il fait encore pipi au lit parfois. Richard fit un léger hochement de tête. C'est juste, dit-il. Elle se leva et se dirigea vers un tiroir, en sortant un petit dessin. C'était une version au crayon de la photo que Michael lui avait montrée lors du gala. Alex, Richard et Michael, tous main dans la main. Les trois ne s'étaient jamais retrouvés dans la même pièce, pas même une fois. Je le garde près de mon lit, dit Isabelle. Ne me force pas à le reprendre. Richard regarda le dessin. Les bonshommes en bâton n'étaient pas très précis, mais d'une manière étrange, le moment y paraissait plus vrai que tout ce que sa fête de départ avait offert. Je ne le ferai pas, dit-il, et pour la première fois depuis longtemps, il le pensait vraiment. Richard ne retourna pas à New York de la même manière qu'il l'avait quitté. Quelque chose s'était fissuré lors de cette visite à Boone Hill, quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude d'examiner de près. Isabelle ne s'était pas adoucie à son égard, pas vraiment, mais elle n'avait pas non plus claqué la porte. Et Michael, même dans ses moments de silence, l'avait observé comme quelqu'un qui tente de résoudre un puzzle sans l'image de la boîte pour référence. Avant que Richard ne parte, Michael avait demandé s'il pouvait venir lui rendre visite, pas juste pour une journée, une vraie visite. Peut-être pourrais-je transformer. Isabelle leva un sourcil, mais ne dit rien. Il fallut une semaine d'appels et de nombreuses négociations avec une école sceptique à l'idée d'une opportunité de terrain non officielle pour un élève de 2e année, mais finalement, ils réussirent. Isabelle prépara le sac de Michael, lui rappela de parler en phrases complètes et de ne pas interroger quelqu'un sans permission, et l'envoya avec un long regard que Richard fit semblant de ne pas remarquer. Le garçon arriva aux Pantouzes avec un petit sac à dos, un carnet et une expression bien sérieuse sur le visage. « Je veux apprendre comment fonctionne votre entreprise », déclara Michael dès qu'ils franchirent la porte d'entrée, comme s'il voulait connaître les secrets, le vrai. Richard regarda de là, qui était passé pour aider à faire avancer les choses. « Ici, on ne fait pas vraiment d'espionnage. » Michael sortit un stylo et cliqua 2 fois. « J'ai apporté mes propres fournitures. » Richard ne savait comment réagir face à une telle énergie, alors il hocha la tête. « Tu suivras de là, elle en sait plus que moi. » De là lui lança un regard, mais ne dit rien. Le lendemain matin, Michael arriva au siège de Alden Tech vêtu comme un jeune cadre, chemise boutonnée, cravate TI légèrement de travers et une paire de petites chaussures marron qui grinçaient sur le carrelage. Richard avait appelé le responsable et s'était assuré que tout serait relax pour la semaine, mais personne n'était vraiment préparé à ce que le garçon allait apporter. Il prenait des notes à chaque réunion, de là y assistait, il interrogeait chacun dans l'ascenseur sur ce qu'il faisait, consignant leurs réponses dans un petit tableau intitulé « Rôle au bureau et faiblesse ». À l'heure du déjeuner, il évaluait les options de la cafétéria et soumettait une critique manuscrite au responsable des installations. Au bout de 3 jours, quelqu'un lui offrit un badge avec un porte-clés indiquant « Junior Consultant ». Au 4e jour, il avait transformé un cubicule inutilisé en centre de commandement, complet avec un plan d'étage dessiné à la main et collé au mur, et une cache de bonbons dissimulée derrière une rangée de dossiers. Richard observait tout cela avec le vague malaise de quelqu'un qui assiste à une pièce dans laquelle il n'a pas accepté de jouer. Il se rendit plusieurs fois sur place cette semaine, officiellement pour vérifier avec de là, mais en réalité pour voir comment le gamin s'en sortait. Michael le salua à chaque fois d'un hochement de tête, comme s'ils étaient collègues plutôt que de la famille, et se lança dans des mises à jour telles que « Je suis sur le point de percer le système de stockage des snacks du service financier » ou « J'ai identifié 3 adultes qui n'aiment pas du tout leur travail ». Il avait une acuité que Richard ne pouvait ignorer, non seulement de la vivacité, mais une intention. Il lui rappelait Alex, pas par son apparence, bien qu'il y eût quelque chose dans le mouvement de sa bouche, mais par la manière dont il prêtait attention à tout. Il ne faisait pas semblant, il essayait vraiment de comprendre le fonctionnement de l'entreprise. De là, pour sa part, s'adapta, réaménagea son emploi du temps pour inclure des briefings adaptés aux enfants et aida Michael à préparer une présentation pour vendredi. « Il a des idées », dit-elle à Richard, « certaines sont farfelues, d'autres ne le sont pas tant que ça. » Ce vendredi, exactement à 14h, Michael se tint au bout d'une petite salle de conférence, tenant un marqueur et une pile de graphiques qu'il avait dessinés à la main. Une demi-douzaine d'employés s'assit en chaises pliantes,
feignant de consulter leurs emails, mais manifestement curieux. Richard se tenait en retrait, les bras croisés avec Della, observant. « Merci d'être présent à cette session de développement stratégique », commença Michael. « Aujourd'hui, je vais aborder un problème sérieux concernant le moral et la performance, les snacks. » Une diapositive apparut à l'écran, montrant des graphiques à barres dessinées à la main comparant la qualité des snacks disponibles et le niveau de satisfaction des employés. Les chiffres étaient en grande partie inventés, mais la présentation était impeccable. Il parla des ratios chocolat-craqué, des baisses d'énergie après le déjeuner et proposa un menu de snacks rotatif basé sur les retours des équipes. La diapositive finale portait l'inscription « Améliorer les snacks égale meilleures inventions ». La salle applaudit. Quelqu'un lui remit une petite boîte de jus, comme si c'était du champagne. Après la réunion, Richard l'attira à l'écart. « C'était ambitieux, Michael. » Michael haussa les épaules. « Les gens aiment les snacks et je me suis lassé d'observer passivement. »« Tu as l'art du timing de ton père » répondit Michael. Richard leva les yeux vers lui. « Tu lui as appris tout ça ?»« Non, » répondit Richard. « Je lui ai appris à faire sa valise et à trouver des billets d'avion pas chers. Tout le reste, il l'a appris par lui-même. » Ils marchèrent ensemble dans le couloir, passant devant une rangée de fenêtres surplombant la ville. Richard n'eut aucune idée de comment diriger la conversation vers quelque chose de significatif, alors il ne le fit pas, ils continuèrent simplement de marcher. Ce soir-là, de retour aux Pentouzes, Michael s'effondra tôt, étalé sur le canapé avec une bande dessinée à moitié ouverte sur la poitrine. Richard s'assit en face de lui, sirotant un verre d'eau et feuilletant le carnet que le garçon avait laissé, où étaient notées des observations sur les opérations, les couleurs préférées des gens, un croquis de logo qu'il voulait concevoir pour une fausse start-up baptisée ID Storm. Sur la dernière page, Michael avait inscrit « Papy, Richard ne sait pas encore faire. Faire une blague. Rester tranquille. Être un grand-père régulier. Mais il essaie. » Richard referma le carnet et le posa de côté. Pour la première fois depuis des décennies, il ne pensait pas aux marges ou aux projections, mais à un enfant et à l'étrangeté de rencontrer quelqu'un si tard qui, d'une manière inexplicable, lui donnait le sentiment que quelque chose d'important venait à peine de commencer. Richard ne retourna pas à New York de la même façon qu'il l'avait quitté. Quelque chose s'était fissuré lors de cette visite à Boone Hill, quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude d'examiner de près. Isabelle ne s'était pas adoucie envers lui, du moins, pas exactement, mais elle n'avait pas non plus claqué la porte. Et Michael, même dans ses moments de calme, l'avait observé comme quelqu'un essayant de résoudre un puzzle sans image de référence. Avant le départ de Richard, Michael avait demandé s'il pouvait venir lui rendre visite, pas juste pour une journée, mais pour une véritable visite. « Peut-être pourrais-je transformer ?» Isabelle leva un sourcil, mais ne dit rien. Il fallut une semaine d'appels et de nombreuses négociations avec une école sceptique quant à une opportunité de terrain non officielle pour un élève de CE2, mais finalement, ils réussirent. Isabelle prépara le sac de Michael, lui rappela de parler en phrases complètes et de ne pas interroger quelqu'un sans permission, et l'envoya avec un long regard que Richard fit semblant de ne pas remarquer. Le garçon arriva aux Pentouzes avec un petit sac à dos, un carnet et une expression très sérieuse sur le visage. « Je veux apprendre comment fonctionne votre entreprise », déclara Michael dès qu'ils franchirent la porte, comme s'il voulait connaître les secrets, le vrai. Richard regarda Della, qui était passé pour aider à faire avancer les choses. Ici, on ne fait pas vraiment d'espionnage. Michael sortit un stylo et cliqua 2 fois. J'ai apporté mes propres fournitures. Richard ne sut quoi faire face à une telle énergie, alors il hocha la tête. Tu suivras Della, elle en sait plus que moi. Della lui jeta un regard, mais ne dit rien. Le lendemain matin, Michael arriva au siège de Alden Tech, vêtu comme un jeune cadre, chemise boutonnée, cravate TI légèrement de travers et une paire de petites chaussures marron qui grinçaient sur le carrelage. Richard avait appelé le responsable et s'était assuré que tout serait relax pour la semaine, mais personne n'était vraiment préparé à ce que le garçon allait apporter. Il prenait des notes à chaque réunion, Della y assistait, il interrogeait tout le monde dans l'ascenseur sur leurs fonctions et inscrivait leurs réponses dans un petit tableau intitulé « Rôle au bureau et faiblesse ». À l'heure du déjeuner, il évaluait les options de la cafétéria et soumettait une critique manuscrite au responsable des installations. Au bout de 3 jours, quelqu'un lui donna un badge avec un porte-nom indiquant « Junior Consultant ». Au 4e jour, il avait transformé un cubicule inutilisé en centre de commandement, avec un plan d'étage dessiné à la main et collé au mur, et une cache de bonbons dissimulée derrière une rangée de dossiers.
Richard observait tout cela avec le vague malaise de quelqu'un qui assiste à une pièce dans laquelle il n'a pas accepté de jouer. Il se rendit quelques fois sur place cette semaine, officiellement pour faire le point avec Della, mais en réalité pour voir comment le gamin s'en sortait. Michael le salua à chaque fois d'un simple hochement de tête, comme s'ils étaient collègues plutôt que de la famille, et se lança dans des mises à jour telles que « Je suis sur le point de percer le système de stockage des snacks du service financier » ou « J'ai identifié 3 adultes qui n'aiment vraiment pas leur travail ». Il avait une acuité que Richard ne pouvait ignorer, non seulement de l'esprit, mais une intention. Il lui rappelait Alex, non pas par son apparence, bien qu'il y eût quelque chose dans le mouvement de sa bouche, mais par la manière dont il prêtait attention à tout. Il n'était pas en train de faire semblant, il essayait vraiment de comprendre comment fonctionnait l'entreprise. Della, pour sa part, s'adapta. Elle ajusta son emploi du temps pour inclure des briefings adaptés aux enfants et aida Michael à préparer une présentation pour vendredi. « Il a des idées », dit-elle à Richard. « Certaines sont farfelues, d'autres ne le sont pas tant que ça. » Ce vendredi, exactement à 14 h, Michael se tint au bout d'une petite salle de conférence, tenant un marqueur et une pile de graphiques dessinés à la main. Une demi-douzaine d'employés s'assit sur des chaises pliantes, feignant de consulter leurs emails, mais manifestement curieux. Richard se tenait en retrait avec Della, les bras croisés, observant. « Merci d'être présent à cette session de développement stratégique », commença Michael. « Aujourd'hui, je vais aborder un problème sérieux concernant le moral et la performance, les snacks. » Une diapositive apparut à l'écran, montrant des graphiques à barres dessinées à la main comparant la qualité des snacks disponibles et le niveau de satisfaction des employés. Les chiffres étaient en grande partie inventés, mais la présentation était fluide. Il parla des ratios chocolat-craqué, des baisses d'énergie après le déjeuner et proposa un menu de snacks rotatifs basé sur les retours des équipes. La dernière diapositive portait l'inscription « Amélioration des snacks égale meilleures inventions ». La salle applaudit. Quelqu'un lui remit une petite boîte de jus, comme s'il s'agissait de champagne. Après la réunion, Richard l'attira à l'écart. « C'était ambitieux, Michael. » Michael haussa les épaules. « Les gens aiment les snacks, et j'en avais assez de rester spectateur. Tu as hérité du sens du timing de ton père. » Michael leva les yeux vers lui. « Tu lui as appris tout ça ?» « Non, » répondit Richard. « Je lui ai appris à faire sa valise et à trouver des billets d'avion pas chers. Tout le reste, il l'a appris par lui-même. » Ils descendirent ensemble dans le couloir, passant devant une rangée de fenêtres surplombant la ville. Richard n'eut aucune idée de comment orienter la conversation vers quelque chose de significatif, alors il ne le fit pas, ils continuèrent simplement de marcher. Ce soir-là, de retour aux Pantouzes, Michael s'effondra tôt, étalé sur le canapé avec une bande dessinée à moitié ouverte sur la poitrine. Richard s'assit en face de lui, sirotant un verre d'eau et feuilletant le carnet laissé par le garçon, où étaient notées des observations sur le fonctionnement de l'entreprise, les couleurs préférées des gens, un croquis d'un logo qu'il voulait concevoir pour une fausse start-up nommée ID Storm. Sur la dernière page, Michael avait écrit « Papy, Richard ne sait pas encore faire. Une blague. Rester tranquille. Être un grand-père régulier. Mais il essaie. » Richard referma le carnet et le posa de côté. Pour la première fois depuis des décennies, il ne pensait pas aux marges ou aux projections, mais à un enfant et à l'étrangeté de rencontrer quelqu'un si tard qui, d'une manière inexplicable, lui donnait le sentiment que quelque chose d'important venait à peine de commencer. 2 week-ends plus tard, Michael arriva en trombe par la porte du Pantouse avec un sac à dos plein, une pile de dessins et un plan. Richard n'avait même pas eu le temps d'enlever son manteau avant qu'on ne lui remette un itinéraire imprimé intitulé « Week-end avec grand-père, phase 1 ». Chaque heure y était planifiée, de l'introduction à la négociation des snacks jusqu'à la conception d'un ingénieur pour des fourchettes en peluche. Richard parcourut la page d'un œil las, marmonnant quelque chose à propos des surdoués, puis suivit Michael dans le salon comme un homme allant prendre ses fonctions. Richard n'avait jamais vraiment fait ce genre de choses auparavant, être parent, c'était sûr qu'il avait essayé à sa façon quand Alex était petit, pensant qu'un cadeau d'anniversaire ou un tuteur coûteux suffisait à créer un lien. Mais cette affaire avec Michael semblait différente, moins une question de modelage et plus une question de suivre le rythme naturel du garçon, qui avançait à une allure qui ne correspondait pas au tempo mesuré auquel Richard était habitué. Il n'y avait ici ni rapport trimestriel, ni échéance à respecter, juste une succession de questions émerveillées, d'idées s'enchaînant les unes aux autres. Pourtant, Richard s'investit dans ce rôle avec la même intensité qu'il réservait jadis aux prises de contrôle en salle de conseil.
Il réserva un cours de cuisine pour eux dans un studio local, habituellement destiné aux jeunes mariés. Ils étaient le seul duo grand-père-petit-fils sur la liste, et Richard ne réussit guère à passer les 10 premières minutes sans couper quelque chose d'important. « Toi, tu t'occupes de remuer », déclara Michael sans surprise, remettant à Richard une cuillère en bois comme s'il s'agissait d'une rétrogradation. Ensuite vinrent les musées, histoire, art, sciences. Richard organisa des visites privées pour éviter la foule, mais Michael aimait le chaos des heures d'ouverture classiques. Il voulait croiser d'autres enfants, se perdre entre les expositions et prendre des photos floues de fossiles de dinosaures. Ils passèrent un après-midi au planétarium à débattre de la possibilité que les trous noirs puissent recracher ce qu'ils avalaient. Richard essaya d'expliquer la relativité, échoua à mi-parcours et détourna la conversation vers le pop-corn. Dans le Penthouse, Michael présenta à Richard des jeux vidéo, en particulier un jeu de plateforme chaotique qui n'avait aucun sens logique et récompensait celui qui parvenait le plus rapidement à sauter sur des champignons en mouvement. Richard fixait l'écran comme s'il s'agissait d'un langage extraterrestre, tâtonnant avec la manette, et Michael eut pitié de lui et lui proposa de lui enseigner les bases. Ils jouèrent pendant des heures et, à la fin, Richard avait appris exactement 3 choses. Sauter était plus difficile qu'il n'y paraissait, Michael était impitoyable, et le bouton de réinitialisation était un cadeau de l'univers. Ce dimanche-là, ils prirent une journée sans technologie et se rendirent à Central Park avec un cerf-volant bleu vif et un sac de mélange montagnard hors de prix. Richard avait imaginé quelque chose de paisible, peut-être une brise légère, quelques rires, une promenade facile parmi les arbres. À la place, ils perdirent le cerf-volant à cause d'une rafale de vent. 10 minutes plus tard, Michael marcha dans du chewing-gum fondu, et Richard fut poursuivi par un écureuil qui s'était trop habitué aux humains. À un moment donné, Michael laissa tomber sa glace sur les chaussures d'une inconnue et essaya de lui offrir un bonbon en guise d'excuse. Lorsqu'ils trouvèrent un banc, tous deux étaient essoufflés, collants et riaient comme s'ils venaient de survivre à une guerre. Richard se renversa, essuyant du chocolat fondu sur sa chemise avec une serviette en papier qui ne faisait rien. « Rappelle-moi pourquoi j'ai accepté ça, » dit-il. « Parce que tu avais besoin d'un passe-temps à la maison, » répondit Michael en souriant, les jambes balançant sous le banc. À la maison, Michael avait construit un immense fort de coussins dans le bureau. Les chaises étaient traînées sur le sol, les lampes se déplaçaient sans prévenir, et le coin lecture de Richard était entièrement englouti sous des couches de couverture. De là entra lundi matin, jeta un coup d'œil au désordre et resta dans l'encadrement de la porte, la bouche à moitié ouverte. « S'il te plaît, dis-moi que c'est un projet de recherche, » dit-elle. « C'est de l'architecture avancée, » répondit Michael. Richard haussa simplement les épaules. Ça a une intégrité structurelle. De là se pinça le nez, murmura quelque chose au sujet de la responsabilité, puis se détourna. Michael commença à initier Richard à d'autres choses qu'il jugeait essentielles à la vie citadine, à commencer par les food trucks. Richard les avait contournés pendant des années sans jamais s'arrêter, supposant toujours qu'ils étaient trop risqués ou chaotiques. Michael le traîna jusqu'à One Park, près de l'entrée du parc, commanda un hot-dog épicé avec des oignons supplémentaires et osa dire à Richard d'en essayer un. Il prit une bouchée prudente, puis une autre, et au 3e, il se retrouva à payer et à commander le sien. « J'ai perdu des années, » dit Richard entre 2 bouchées. Michael essuya du ketchup sur son menton. « De rien. » Dans les moments de silence. Quand le vacarme de la ville se calma et que la télé fut éteinte, Richard commença à parler, non pas en longs monologues étirés, mais par fragments, des bribes de souvenirs qui s'échappaient pendant le petit déjeuner ou en pliant le linge, des histoires que Michael n'avait pas demandées mais écoutait quand même. Il lui parla d'Alex, de combien il avait été intelligent, de sa ténacité, de la façon dont leur dispute avait commencé par des choix d'école et s'était transformée en un silence qui avait duré des années, de la façon dont le travail passait toujours en premier, non pas parce qu'il avait plus d'importance, mais parce qu'il était plus facile à mesurer. « J'ai raté tout ce qui comptait, » dit Richard un soir, alors qu'ils étaient assis par terre en train de jouer à un jeu de société. Aucun d'eux n'aimait utiliser les pièces pour des règles inventées. Michael construisait des tours avec de l'argent fictif. « Mais tu es là maintenant, » dit Michael. « Ça compte toujours. » La simplicité de ce moment frappa plus fort que n'importe quelle excuse. Cette nuit-là, après que Michael se fut endormi dans le fort de coussin, ronflant doucement sous une pile de couvertures, Richard resta sur le canapé avec un livre ouvert sur ses genoux, non lu. À un moment donné, il rit doucement en se rappelant comment Michael avait inventé une fausse entreprise cet après-midi-là, appelée Snack Holdings Unlimited, et avait tenté de faire payer 3 $ à Richard pour une tasse de jus d'orange, il avait même rédigé un reçu. Ce rire fut trop soudain, trop intense.
Richard posa une main sur sa poitrine, appuyant contre la douleur qui s'installa quelques secondes avant de s'estomper. Il n'en parla à personne, se contenta d'ajuster sa posture et attendit que cela passe. Il ne voulait pas gâcher le moment. Le week-end suivant commença avec des pancakes. Richard s'était levé avant l'aube, déterminé à surprendre Michael avec un véritable petit déjeuner ou pas commandé, pas livré du café d'en bas, mais quelque chose fait de ses propres mains. Il avait révisé la recette 2 fois, tout disposé sur le comptoir, et avait même trouvé le fouet que Michael aimait utiliser pour ce qu'il appelait le pouvoir du moelleuse extra. À peine eut-il cassé le 2e œuf qu'une douleur vive éclata dans sa poitrine, comme si quelqu'un avait laissé tomber une lourde pierre en lui. Il s'appuya contre le comptoir en espérant que cela passerait. Ce ne fut pas le cas. Lors de l'arrivée de Della, il était au sol de la cuisine, une main toujours agrippée à un torchon, l'autre tenant la base d'une chaise pour se maintenir debout. Elle ne perdit pas une seconde, une ambulance fut appelée, le personnel de l'immeuble évacua le hall et Michael, encore à moitié endormi, fut emporté dans les bras d'Isabelle qui se précipita pour le ramener chez lui. L'hôpital sentait le désinfectant et les machines d'air froid bipaient en rythme régulier. Richard glissait entre conscience et inconscience tandis que les médecins bourdonnaient autour de lui, la voix pressée et les yeux fatigués. Ce ne fut pas sa première alerte médicale, mais c'était la première fois que quelqu'un le regardait droit dans les yeux et lui disait « Tu as eu de la chance, la prochaine fois tu n'en auras pas ». Lorsqu'il se réveilla complètement, Isabelle était déjà là, assise dans un fauteuil près de la fenêtre, son manteau drapé sur ses genoux. Elle ne parla pas tout de suite, le regardant comme si elle était encore en train de digérer ce qui venait de se passer. « On dit que c'était un événement cardiaque », dit-elle enfin. « Ils utilisent plus de mots, mais c'est ça. Des années de stress, de négligence, de surmenage trop longtemps, expliqua-t-il. Je faisais des pancakes, dit-il d'une voix rauque et lente. Ça ne change rien à ce que ton cœur a porté. Il tourna la tête vers le plafond. Michael a vu ça? Non, mais il sait, répondit Richard en fermant les yeux. Je ne voulais pas qu'il me voie ainsi. Ce n'est plus ton choix. Isabelle dit, non sans bienveillance, tu n'es pas le chef ici, tu es son grand-père. Il ne répliqua pas. La vérité s'était installée comme un poids sur tout ce qu'il avait l'habitude de réparer, résoudre rapidement, prendre des décisions décisives. Ce n'était pas comme avant, il n'y avait ni argument de vente, ni plan à présenter, juste un corps qui avait trop couru trop longtemps et un garçon qui avait déjà perdu un père. Plus tard cet après-midi-là, la porte grinça et Michael entra en tenant une photo usée à 2 mains, la même qu'il avait apportée au gala, les bords fripés, désormais marqués d'un petit pli en son centre. Il s'arrêta juste à l'entrée de la pièce, incertain des règles de ce nouvel espace de silence. Richard essaya de sourire, mais le sourire ne vint pas entièrement. Et, dit-il, d'une voix à peine audible. Michael ne dit rien au début. Il marcha lentement jusqu'au bord du lit et déposa la photo sur le bord de la table de chevet, puis se glissa à côté de Richard sans demander la permission. Il ne regarda pas les fils ni les machines, il se contenta de s'allonger à côté de lui, la tête reposant sur le bras de Richard, comme si c'était la chose la plus normale du monde. « J'attendrai que tu ailles mieux », dit Michael, les yeux fixés sur le plafond. Le silence qui suivit fut facile, non pas vide, mais plein de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Richard garda sa main libre posée sur l'épaule de Michael et resta ainsi jusqu'à l'arrivée de l'infirmière pour prendre les constantes. Elle travailla silencieusement, souriant au garçon, mais ne fit aucun geste pour lui demander de partir. Personne ne le fit. Plus tard, lorsque Michael fut rentré chez lui avec Isabelle et que le couloir s'était assombri, Richard demanda à Della quelque chose dont il n'avait plus pensé depuis des années. « Ma vieille montre, dit-il. »« Tiroir du haut, côté droit, » répondit-elle. Elle revint avec elle dans une petite boîte. Le bracelet en cuir était fissuré, le cadran légèrement rayé, mais elle continuait de faire tic-tac. Il ne l'avait pas portée depuis le jour où il avait quitté Hall. Elle faisait partie de lui depuis des décennies, chaque réunion, chaque affaire, chaque discours. Il la tourna dans sa main, puis la déposa sur la table à côté de lui et la regarda longtemps. « Quand Michael reviendra, je veux qu'il l'ait, dit-il. » Della haussa un sourcil. « T'es-tu sûr qu'il aime le temps ? Il en parle toujours, ce que ça signifie, comment le dépenser. Il en fera un meilleur usage que moi. » Les infirmières baissèrent les lumières après le dîner et Richard demanda un stylo et du papier. On lui proposa une tablette, mais il la refusa d'un geste. Il voulait quelque chose d'encreux, quelque chose qu'il pouvait plier et sceller. Il ne savait pas combien de temps il lui restait, quelques jours, peut-être plus, mais il ne voulait rien laisser de non dit. Il écrivit lentement, s'arrêtant souvent,
regardant le plafond comme s'il pouvait lui offrir les mots justes. La lettre n'était pas longue, juste ce qui compte. Il dit à Michael qu'il était fier de lui confia que la bravoure ne ressemblait pas toujours à se lancer tête baissée dans l'inconnu, que cela pouvait être de rester assis auprès de quelqu'un dans le silence. Il admit qu'il avait fait des erreurs, bien trop nombreuses, et que la meilleure chose qu'il ait faite dans ces dernières années, ce n'était pas prendre sa retraite ou investir, mais écouter un petit garçon en costume qui était venu lui demander du temps. Il plia la lettre soigneusement, écrivit le nom de Michael sur le devant et la remit à Della avec des instructions silencieuses. Puis, il se pencha en arrière, ajusta les couvertures et observa les lumières de la ville scintiller à travers la fenêtre étroite de l'autre côté de la pièce. Ce n'était pas la fin qu'il avait préparée, mais peut-être celle qui comptait. Les 2 jours suivants à l'hôpital passèrent lentement, mesurés non par les heures, mais par le bourdonnement doux des machines et le bruissement discret des infirmières. Richard eut de bons moments, de courtes périodes où il pouvait s'asseoir, demander après Michael, murmurer des blagues qui ne faisaient pas tout à fait mouche mais provoquaient quand même un léger rire. Puis il y eut des moments qui ne s'étiraient pas du tout, des instants où il dormait si profondément qu'il semblait absent. Et quand il se réveillait, il était évident que quelque chose s'était un peu éloigné. Della resta proche, s'occupant des courses, parlant aux médecins et appelant des personnes depuis Alice. Richard avait dicté en morceaux ou d'anciens collègues, quelques amis qu'il n'avait pas vus depuis des années, même un rival qui avait tenté de le racheter et avait échoué lamentablement. Il ne voulait pas tous les avoir au chevet, mais il voulait qu'ils sachent que cela comptait. C'était en début de soirée lorsque le changement d'équipe eut lieu. Un des moniteurs émit un bip prolongé, plus long que d'habitude, et une infirmière se précipita plus rapidement que d'ordinaire. Richard se remua, mais ne se réveilla pas complètement, sa respiration était superficielle. Le médecin traitant entra, ajusta la médication et dit doucement qu'il était temps de passer les appels. Isabelle répondit avant la 2e sonnerie, déjà en train de préparer un sac. Michael, encore à moitié endormi sur le canapé, ne posa pas de questions lorsqu'elle dit qu'il retournait à l'hôpital. Il se contenta de hocher la tête, prit le papier plié sur lequel il avait travaillé toute la matinée et le glissa dans son sac à dos. À leur arrivée, l'infirmière à la réception les guida directement. Della était déjà à l'intérieur, debout au bord du lit, les bras croisés non pas par défense, mais pour se maintenir stable. Le visage de Richard était pâle, les traits adoucis, comme si quelque chose avait commencé à s'estomper. Michael s'approcha en premier. Il ne parla pas, il fouilla dans son sac, en sortit une carte pliée 3 fois et la déposa délicatement sur la couverture au pied du lit. Dessiné en gros crayon, il y avait l'image de 2 bonshommes assis sur un banc de parc avec un écureuil en arrière-plan. À l'intérieur, en grandes lettres bancales, il était écrit « Le meilleur grand-père de tous les temps ». Les yeux de Richard papillèrent, juste assez pour voir la carte. Il laissa échapper un léger son qui aurait pu être un rire, puis regarda Michael et esquissa un faible sourire. « Ça m'a pris du temps, hein » murmura-t-il. Michael ne répondit pas. Il s'assit sur le bord du lit, sa petite main se rapprochant de celle de Richard, puis se détendit. Les machines bipaient une dernière fois, longuement et régulièrement, avant de s'éteindre. Il fit silence après cela, personne ne bougea d'abord, puis une infirmière entra, hocha doucement la tête et commença le processus. Isabelle se pencha et embrassa le front de Richard une fois. Michael continua de tenir sa main encore un moment, comme s'il n'était pas encore prêt à laisser partir. Della quitta la pièce, sortit son téléphone, et effaça un message qu'elle avait écrit mais jamais envoyé. Les funérailles eurent lieu 5 jours plus tard. Ce ne fut pas dans un hall, ni dans une cathédrale, ni dans un lieu conçu pour accueillir des personnes en costume. Isabelle avait trouvé un jardin public dissimulé entre 2 bâtiments du côté et de la ville. Il y a des années, Richard avait fait un don anonyme pour le faire restaurer après qu'une tempête d'hiver en eût rasé la moitié. Aucune plaque ne portait son nom, aucun média n'avait jamais couvert l'histoire, mais Isabelle s'en souvenait. Elle le garda sobre, sans presse ni orateurs officiels de la compagnie, juste quelques rangées de chaises pliantes, un chemin étroit dégagé pour la marche, et une simple boîte en bois sans inscription. Richard n'avait pas laissé de détails précis sur la cérémonie, mais elle savait que c'était le genre de calme qu'il aurait préféré. Des gens venus sans y être invités, quelques cadres de hante, mais surtout des personnes de la périphérie, une ancienne réceptionniste qui avait travaillé avec lui dans les années 80, un Janet retraité, quelqu'un de ses années de fac venu depuis le Vermont. Ils ne parlèrent pas de parts de marché ou d'innovation, ils racontèrent des histoires d'humour sec, de gentillesse inattendue, de générosité discrète. Michael était assis au premier rang, aux côtés d'Isabelle, avec l'ancienne montre de Halden Tech que Richard lui avait donnée, glissée dans la manche de son blazer.
Il ne l'avait pas quitté depuis que Della la lui avait remise cette nuit-là. Il regardait la cérémonie avec la concentration calme que la plupart des jeunes de son âge pouvaient rassembler quand le moment venait. Personne n'attendait de lui qu'il parle, mais il se leva quand même, marcha lentement jusqu'à l'avant, déroula un morceau de papier froissé et s'éclaircit la voix. Sa main tremblait légèrement, mais il serra fermement le papier et lut chaque mot. « J'ai construit des tours, » commença Michael, « et de grands bureaux, et des satellites, et des choses que je ne comprends même pas, mais ce que j'aimais, c'était la manière dont tu construisais le temps avec moi. Tu ne le faisais pas vite, c'était comme construire une cabane dans les arbres, une planche étrange à la fois. Nous avons fait des pancakes une fois, il n'était pas doué, mais je m'en souviens, et nous avons joué aux échecs, il était pire à ça, mais il jouait quand même. » Il marqua une pause, regarda le papier puis releva les yeux. « Tu étais en retard, mais tu es venu, et c'est tout ce qui compte. » Il plia le papier et retourna à sa place, sans attendre d'applaudissements ni d'approbation. Le jardin était calme, mais pas lourd, quelque chose s'était levé lorsque le service prit fin et que les gens commencèrent à partir. L'un des jardiniers s'approcha et fit un léger signe d'assentiment à Isabelle, qui désigna un petit parterre près du mur du fond, la terre fraîchement retournée, et un jeune arbre, planté ce matin-là. À côté, une plaque plus petite qu'une carte postale portait l'inscription « Pour le temps qu'il a enfin fait ». Sans nom, sans date, juste cela. Isabelle resta là un moment, le bras autour des épaules de Michael, tandis que le jardin bruissait doucement de l'air printanier et de pas feutré. Richard Allen, qui avait autrefois bouleversé le monde par son ambition, avait finalement trouvé la quiétude, et dans ce silence, quelque chose de réel avait pris racine. L'air à M sentait le pain et la terre humide, ce genre de senteur qui imprègne vos vêtements et vous suit jusqu'à la maison. La chaumière était en retrait par rapport à la route, dissimulée derrière une rangée d'arbres semblant exister depuis toujours. C'était simple, une bâtisse d'un seul étage avec un bardage en bois clair, un porche étroit et des fenêtres donnant sur la forêt plutôt que sur le lac. Richard l'avait acheté discrètement, un an avant sa retraite, mais il n'en avait parlé qu'à Della, pas même à Isabelle. Ce n'était pas pour les affaires, ni pour le paraître, c'était sa manière de se réserver quelque chose de calme, quelque chose qui ne nécessitait aucune démonstration de sa valeur. Il avait l'intention d'emmener Michael là-bas un jour, il n'avait simplement pas eu l'occasion. Isabelle resta dans l'encadrement de la porte, tenant le kiela qu'on lui avait remis après les funérailles. Michael courait déjà autour du périmètre de la maison, montrant des arbres qu'il prétendait parfaits pour servir de poste d'observation et scrutant le jardin comme s'il renfermait un trésor. C'était le début du printemps, l'herbe parsemée et douce, l'air encore frais, mais Michael ne semblait pas y prêter attention. Il était déjà en train de planifier, l'intérieur sentait le cèdre et la poussière, quelques meubles étaient recouverts de drap blanc, la cuisine était à peine utilisée, et une petite pile de livres, principalement des essais non fictionnels, reposait sur la table de chevet, tous soulignés. Isabelle parcourut lentement la maison, pièce par pièce. Elle s'arrêta dans ce qui devait être le bureau de Richard, où, dans un tiroir, se trouvait une enveloppe scellée portant le nom de Michael, ou rien d'autre, pas de date, pas d'autre mot. Elle la lui remit ce soir-là, après le dîner, sur le porche. Assis sur les marches, balançant ses jambes et regardant les arbres se mouvoir, Michael la prit avec précaution et l'ouvrit comme si elle pouvait se briser. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, écrite d'une écriture bloc soignée, le genre d'écriture que Richard utilisait lorsqu'il voulait être bien compris. « Michael, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas eu l'occasion de te montrer cet endroit moi-même. J'espère que tu l'aimeras quand même. J'ai choisi cet endroit parce que les arbres semblaient avoir des histoires à raconter. Je n'ai pas beaucoup de choses à te donner ou la plupart de ce que j'avais été lié au travail, au bruit et aux gens qui essayaient d'être les premiers ou les meilleurs. Ce n'était pas là que vivait la vraie substance. La vraie substance était dans les pancakes, les écureuils et les parties d'échecs qui n'avaient aucun sens. Elle était dans le fait d'être présent. N'aie pas peur d'aimer lentement, ça compte toujours. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Avec affection, Michael plia la lettre et la glissa dans la poche avant de son sweat à capuche. Il ne dit pas grand-chose après cela, mais Isabelle pouvait dire qu'il avait lu chaque mot au moins 2 fois, peut-être plus. Quelques semaines plus tard, Della arriva avec une boîte en carton maintenue ensemble par de la ficelle et du vieux ruban adhésif. Elle avait conduit depuis la ville, emprunté les routes secondaires, s'était arrêtée une fois pour acheter une tarte et n'avait même pas réservé d'hôtel. Elle passa la nuit à la chaumière, assise sur le porche avec Isabelle, pendant que Michael déballait la boîte dans le salon. À l'intérieur se trouvaient des bouts de papier, des croquis, des notes et un document légèrement froissé intitulé « Tréous HQ Top Secret » en bleu.
Il avait été dessiné lors d'une des visites de Michael en ville, après une longue matinée de remue-ménage et un déjeuner rempli de hot-dogs. Richard avait écrit dans les marges, en écriture plus grande, plus désordonnée, recouvrant le reste. Ce n'était pas juste une cabane dans les arbres, elle avait des trappes, un coffre à en-cas, une station de télescope et une échelle de corde faite de vieilles cravates. Michael la tenait comme s'il s'agissait d'une carte au trésor. « Nous allons la construire », dit-il, sans hésitation. Ça prit tout l'été. Isabelle contacta quelques locaux, des menuisiers retraités, un gars avec un camion, quelqu'un qui lui devait une faveur, et ils vinrent avec leur boîte à outils et leur rire, heureux de participer à quelque chose qui n'avait pas besoin d'une échéance réelle. Michael se nomma lui-même contremaître. Il portait l'ancienne montre de Halden Tech tous les jours, la vérifiait constamment, annonçait les pauses déjeuner et les contrôles d'outillage comme si le suivi du temps était la tâche la plus sacrée. L'arbre qu'ils choisirent se trouvait au bord du jardin, aux branches larges et stables, avec un tronc assez gros pour supporter bien plus que ce dont ils avaient besoin. Le projet avançait lentement, non pas parce qu'ils ne travaillaient pas dur, mais parce que personne n'était pressé. Michael montait et descendait de l'échelle une douzaine de fois par jour, distribuait des sandwichs, révisait les plans 5 fois. De là revenait le week-end, portant des fournitures et feignant de prendre des ordres de lui, comme elle le faisait autrefois au bureau. Au fur et à mesure que la structure prenait forme, quelque chose d'autre se construisait, quelque chose de plus discret. Isabelle remarqua que Michael se mettait à fredonner pour lui-même, dormait mieux, posait des questions d'un autre genre, moins axées sur les chiffres et davantage sur le sens. Elle savait que le chagrin ne disparaissait pas, il changeait simplement de forme, et peut-être qu'en construisant quelque chose, il trouvait une forme à laquelle s'accrocher. Le dernier jour, juste au moment où le soleil commençait à se coucher derrière les arbres, Michael gravit l'échelle de corde avec une petite pancarte en bois qu'il avait lui-même peinte. Les lettres n'étaient pas parfaites, l'espacement irrégulier, mais il la cloua sur le mur extérieur de la cabane dans les arbres à 2 mains, et recula fièrement. Time Machine HQ. Ce n'était pas juste un fort, pas juste un projet, mais un lieu où le temps avait enfin été utilisé de la bonne manière. Et dans ce coin tranquille du Maine, où les tours ne s'élevaient pas et où les horloges ne s'emballaient pas, l'héritage d'un homme qui était arrivé en retard mais pleinement vivace perdurait, non pas dans les cours des actions ou les bâtiments, mais dans les rires entre les arbres, dans des histoires murmurées au vent et dans un garçon qui savait, sans l'ombre d'un doute, qu'il avait été aimé. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, cela aide vraiment la chaîne. Et si vous voulez d'autres histoires touchantes et émouvantes comme celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais rater une vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire, j'aimerais connaître vos réactions. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine histoire.